Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple. Point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Matinale Tocsin, 8h-10h, à la volée. Et oui, c'était le 25 août dernier. Sur son compte Twitter, nous avons pu entendre le commissaire européen Thierry Breton annoncer l'entrée en vigueur du DSA. Le DSA, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le Digital Services Act. C'est une réglementation européenne censée, en tout cas présentée comme nous protégeant contre les contenus illégaux sur les réseaux. Je vous propose de l'écouter Thierry Breton quand il annonce cette mise en vigueur du DSA. Today, the Digital Services Act, the so-called DSA, becomes legally enforceable for very large online platforms and search engines. These systemic platforms play a very, very important role on our daily life. And it is really the time now for Europe, for us, to set our own rules. The DSA is here to protect free speech against arbitrary decisions, and at the same time, to protect our citizens and democracies against illegal content. Voilà, on a eu le bonheur d'écouter Thierry Breton parler anglais, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait la traduction en direct. Je vais vous faire la traduction rapide de ce qu'a dit Thierry Breton. Aujourd'hui, le Digital Service Act, le DSA, entre en vigueur pour toutes les plateformes numériques. Les plateformes donc doivent jouer un rôle très important ou jouent un rôle très important dans nos vies quotidiennes. Et il est vraiment temps pour nous, pour l'Europe, de poser nos propres règles. Le DSA est là pour protéger la liberté d'expression face à des décisions arbitraires et en même temps pour protéger les citoyens et les démocraties contre les contenus illégaux. Voilà la promesse de Thierry Breton. En soi, protéger les démocraties contre les contenus illégaux, bon, on se dit que c'est en tout cas plein de bonne volonté. Liberté d'expression, on est tous très attachés à cette liberté d'expression. Lutte contre les contenus illégaux, pourquoi pas. Sauf qu'une autre interview de Thierry Breton a pu soulever des inquiétudes. Je vous propose de l'écouter. Ça, c'était le 10 juillet sur France Info. Écoutez le commissaire européen au marché intérieur. Alors, on va réécouter Thierry Breton qui affirmait à ce moment-là que les plateformes en ligne... Qu'est-ce qui va changer le 25 août précisément ? Il y a des choses très simples. C'est qu'à partir du 25 août, donc la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on a vu aussi des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation donc sur notre territoire. Voilà, vous l'avez entendu et vous pouvez peut-être comprendre pourquoi cela inquiétait beaucoup de monde, notamment sur les réseaux, ceux qui sont attachés à une liberté d'expression sur les réseaux. Vous avez entendu Thierry Breton affirmer que les plateformes en ligne qui pourraient relayer des contenus haineux ou appelant à la révolte pourraient être immédiatement interdites dans l'Union européenne. Alors pour parler de tout ça, nous sommes avec Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe Identité Démocratie. On vous a connu évidemment et beaucoup appelé pour ces questions autour de votre commission spéciale sur la pandémie Covid-19 pour laquelle vous avez posé beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est toujours beaucoup de choses encore à dire à ce sujet, on y reviendra. Mais aujourd'hui, si on vous donne la parole, c'est parce que, alors d'abord, vous êtes eurodéputé, donc vous suivez ce qui se passe autour du DSA de près. Et puis, il se trouve que vous avez voté pour cette réglementation DSA, Virginie Joron. Alors peut-être commencer par cela. J'imagine, enfin on vous connaît un petit peu, vous-même vous êtes très attaché à la liberté d'expression, vous-même vous avez de nombreuses fois combattu le sens de la Commission européenne et de Thierry Breton qui aurait pu empêcher
de la liberté d'expression, de s'exprimer. Alors, comment se trouve-t-il qu'aujourd'hui vous alliez dans leur sens? Parce que finalement, la DSA n'est peut-être pas si inquiétante que ça, comme les réseaux peuvent le relayer. Voilà, effectivement, c'est un gros dossier, hein, et je pense que le piège, c'est que Thierry Breton a utilisé cette réglementation pour faire sa propre publicité, hein. Vous savez bien que les élections européennes arrivant, il essaye de se placer et il utilise donc cette réglementation qui est très importante, hein. Elle traîne dans nos cartons depuis 2020. C'est une réglementation qui est destinée normalement à lutter contre les GAFAM. C'est important de le rappeler, hein, lutter contre l'omnipotence des GAFAM, comme vous le savez. Il y a eu plusieurs procédures contre Facebook qui utilisaient à mauvais escient nos données personnelles. Donc l'origine historique de ces réglementations, à la base, c'est pour encadrer ces GAFAM qui dominent, hein, qui ont un budget des fois plus conséquent que certains budgets de l'État, de certains États. Donc en fait, le but à l'origine, c'était d'encadrer par le DSA, donc c'est Digital Service Act, donc ce sont tous les services que les plateformes offrent, comme les marketplaces, et surtout ce qui était visé, c'était le ciblage publicitaire, et le DMA. Je rappelle, le DMA, c'est Digital Market Act aussi, et ça, c'était pour empêcher que ces GAFAM, donc GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui dominent en fait le monde, j'ai envie de dire, et qui rachètent des startups et qui empêchent finalement la concurrence. Alors, pardon, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce qu'en effet, moi, je suis allée lire ce Digital Service Act et puis tous les résumés qui montrent bien, en effet, son contenu. Donc, vous l'avez dit, ce qui est très important, c'est la lutte contre les GAFAM et notamment l'utilisation par les GAFAM de ces algorithmes de recommandation. Je dis ça pour que tout le monde nous comprenne bien, qui recommandent des contenus plutôt que d'autres. Alors que ce soit, alors il y avait deux problèmes. Qui font du ciblage publicitaire sur certaines populations, notamment les mineurs. Je reviendrai sur le sujet parce que il y a des lignes rouges, il y a des priorités, et vous le savez bien, la pédopornographie est un vrai sujet. Malgré certaines réglementations nationales, ça pullule. Là, je regardais, j'ai fait pour préparer cette interview, j'ai fait une recherche sur Google, vous faites tout le monde, vous faites pédopornographie, plateforme numérique, vous avez des dizaines d'articles qui dénoncent qu'encore aujourd'hui, des plateformes ont pignon sur rue. Et là, je vois un article de 2023, le site Rencontre Ado accusé d'héberger des pédophiles. La plateforme Discord est devenue un terrain de chasse prisé des pédocriminels. Enquête de mai 2023 par Actu, viol d'enfants en ligne, 300 Français suspectés. Donc ça, c'est une réalité. Et cette remontation, elle a aussi pour effet de responsabiliser les plateformes qui continueraient à ne pas limiter l'accès à ces pédocriminels. Et ça, c'est une ligne rouge. C'est pour ça, dans un texte, vous avez, là, pour ce texte DSA, c'est 100 pages, 90 articles, et il y a du bon comme du mauvais. Le bon, c'est effectivement, moi je suis désolée, la protection des mineurs, c'est un fléau et qu'il faut protéger aujourd'hui, puisque comme je vous le dis, avec ces articles qui sont très récents, ça continue. Donc moi, je veux bien, j'entends tous ces gens qui critiquent notre position, mais c'est ceux aussi qui ont défendu tout l'été la diffusion du film Sound of Freedom, qui effectivement n'a pas été multiplié par d'autres plateformes. Donc il faut être cohérent. D'un côté, on veut privilégier la liberté d'expression, et ce que nous soutenons depuis le début, hein, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. C'est pour ça que j'ai remis en ligne nos livrets sur les GAFAM. C'est notre ligne rouge. Évidemment, la liberté d'expression s'arrête quand vous avez effectivement ce type d'exemple où il y a des diffusions en live stream de vidéos d'enfants pour des pédocriminels, donc c'est pas possible. Donc c'est vrai que dans ce contexte, il faut faire des choix. Le texte n'est pas bon à 100%, donc c'est pour ça qu'une abstention, c'est toujours le cas. Dans tous les textes, quand il y a abstention, ça ne veut pas dire qu'on approuve la position de la commission. D'ailleurs, vous voyez bien que le résultat du vote, il est en majorité en faveur de ce texte, parce que je pense qu'effectivement, pour certains partis, même
à vérifier, et enfin, moi je l'ai vérifié, la Hongrie et la Pologne, qui sont aussi des pays qui prônent la liberté d'expression, ont voté pour ce texte. Donc on ne peut pas nous reprocher à nous de s'être abstenus sur ce texte, alors que nous avons été très cohérents, puisque nous avons d'ailleurs, dans le texte du DMA, si j'étais rapporteur de ce dossier, moi j'ai réussi à faire passer la protection des lanceurs d'alerte. Pour le DSA, c'est pareil, nous avons demandé à ce que... Pardon, expliquez-nous ce que c'est que le DMA. Alors DMA, c'est pareil, c'est Digital Market Act, c'est aussi une réglementation pour limiter... Mais qui est passé en même temps ? Qui est passé à peu près en même temps, parce qu'il a été voté en juillet 2022, le DMA, et le DSA un peu plus tard, parce qu'il faut rappeler aussi l'historique avec Elon Musk et Twitter, parce que c'est aussi important de rappeler qu'à l'origine, quand on a eu ce texte en 2020... Elon Musk n'avait pas racheté Twitter. Exactement. Donc Twitter n'était pas encore la plateforme libre que certains, en tout cas aujourd'hui, dont certains bénéficient, ou d'autres ont peur de cette plateforme justement à cause de sa grande liberté d'expression. Exactement. Et je rappelle qu'avant 2020, ce qui a aussi permis aussi la mise en place de cette réglementation, dans un sens comme dans un autre. Il faut toujours lire le texte à 360 degrés. Rappelez-vous, c'était aussi parce qu'ils avaient leur propre procédure, les GAFAM, pour limiter l'accès aux réseaux sociaux. Je rappelle, Trump, quand il avait tweeté après les élections, il a été supprimé de Twitter. Donc ça aussi, on demande à ces GAFAM de mettre en place une procédure unique et on demande ainsi à ce qu'il y ait plus de transparence. Donc, dans un sens, effectivement, ça paraît cohérent et bien pour nous, les utilisateurs. Et effectivement, la ligne rouge, et c'est ce que nous, on a défendu, c'est qu'il y ait derrière un contrôle et une limitation de la suppression de contenu qui pourrait nous paraître à nous inopportun et qui pourrait remettre en cause la liberté d'expression. Je suis d'accord, il faut être prudent. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans le communiqué. On est prudent parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, Twitter, d'avant la réglementation DSA, n'est plus le même. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en panique, parce qu'ils n'avaient pas prévu effectivement ce rachat par Elon Musk. D'où le fait de faire une publicité sur ce DSA qui pourrait sembler être contre les libertés d'expression comme nous on l'entend, et c'est pour cela qu'il y a effectivement et je l'entends bien une inquiétude, une crainte, une inquiétude. C'est nous aussi on a cette inquiétude, mais vu le texte comme il est rédigé, comme il a été amendé, modifié et mis en place, puisque là, maintenant, on est dans le calendrier. Là, ce que devaient faire les 19, parce qu'en fait, il fallait déjà identifier quelles étaient les plateformes du numérique qui allaient devoir appliquer cette réglementation. Donc, il y en a 19, elles ont été identifiées. Maintenant, elles doivent se mettre en conformité. Il y a des audits externes qui vont être mis en place. Et puis après, j'ai envie de dire, il y a aussi un article qui protège les utilisateurs. Donc, c'est nous. C'est tous ceux aussi qui sont maintenant intéressés par cette réglementation. Et donc, ils seront aussi demain amenés aussi à faire des alertes dans un sens comme dans un autre. Donc, j'ai envie de dire, tout est possible. Et effectivement, nous, législateurs, on a fait en sorte que cette réglementation soit la plus équilibrée possible. On sait très bien que le texte est là et qu'après, il y aura les politiques. Et la politique, on sait très bien, c'est elle comment qui elle peut manœuvrer, évidemment, avec des outils qui nous paraissent parfois neutres. Alors, c'est intéressant ce que vous nous expliquez, Virginie Juron, simplifier, parce que tout le monde n'a pas suivi, n'est pas dans les arcanes comme vous, du débat, etc. Finalement, on a un acte réglementaire européen qui vient contrôler les grandes plateformes des réseaux sociaux, les GAFAM, que ce soit Facebook, Twitter et autres. Par exemple, vous avez donné un exemple, le Twitter d'avant qui avait supprimé le compte de Donald Trump, alors président de la République. Le Twitter d'avant Elon Musk. Et donc ça, avec le DSA, c'est plus possible aujourd'hui, c'est bien ça ? Eh bien, ça dépend. Quand on parle de contenu illicite, et d'ailleurs Thierry Breton en a parlé, contenu illicite, c'est-à-dire qu'est-ce que permet la loi, ce qui est contre la loi, la morale et la loi. Là, si le contenu n'est pas illicite, ils ne devront plus effectivement supprimer ce genre. Si on estime que ce genre de propos
est licite. Effectivement, il y a, et ça c'est nouveau, parce que là aussi, dans la mise en place de ce DSA, comme je l'ai dit, ça a commencé, la communication était en décembre 2020. Les travaux sur ce dossier ont duré de 2021 jusqu'au vote en 2022. Et effectivement, il y avait la crise qui se sont insérées durant cette réglementation et l'écriture de cette réglementation. Donc, ils ont effectivement mis un paragraphe en cas de crise. Et c'est vrai que ça a été négocié hors travaux parlementaires. Ça a été surtout mis en place lors des trilogues. Donc, on n'a plus la main. Les trilogues, c'est-à-dire que c'était négociation et des réécritures de textes, des petits amendements avec le Conseil. C'est vrai, c'est technique. C'est pour ça que c'est bien de m'avoir invité pour expliquer cela, parce que donc finalement, vous n'avez pas eu la main sur ce qui se passait en cas de crise. On sait très bien que c'est souvent en cas de crise que l'État peut-être, on l'a vu en tout cas pendant la période Covid, les citoyens ont perdu des libertés d'expression, etc. Donc il faut rester méfiant sur ces cas de crise. Exactement, parce que c'est des tiroirs, et c'est vrai qu'il faut être prudent. C'est des tiroirs où on peut tout mettre, le pire comme le meilleur. Et donc, on l'a vu quand il parle d'appel à l'émeute, Thierry Breton. Qu'est-ce que c'est l'appel à l'émeute? Qu'est-ce que c'est l'appel à la révolution? Donc, effectivement, la révolte, appel à la révolte. Est-ce que quand Donald Trump, est-ce qu'il a appelé à la révolte? C'est ça la question. Donc, c'est très subjectif. Et c'était ça. Ça, on ne l'a pas vu, puisque ça, ce n'était pas voté, ce n'était pas dans le texte à l'origine lors du vote. Donc ça, effectivement, ils nous l'ont mis juste après, parce qu'il y a eu ces événements. Et vous l'avez quand même, vous êtes quand même abstenu, donc vous n'avez pas dit non à ce texte, puisque mais il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas encore cette notion. Alors, quand vous avez voté, ce n'était pas encore dedans? C'est ajouté après? Non, c'était exactement, parce que c'est ce que je dis. Il y a eu des petits aménagements en trilogue, et on n'a plus la main. Quand c'est en trilogue, c'est-à-dire que... Oui, mais j'avais bien compris que vous n'aviez pas la main, mais vous auriez pu voter avant. Mais d'accord, donc ça, c'est clair. Le vote a été fait au mois de juillet 2022. Après le texte, il va en trilogue. Un trilogue, c'est-à-dire qu'il y a des négociations d'ajustement de certains articles entre le Parlement, avec le rapporteur, qui, lui, a mandat des élus. Il y a la Commission. Et le troisième, c'est le Conseil européen, donc le représentant du pays, donc, qui représente les 27 États membres. Et à partir du trilogue, il y a des négociations sur la lecture ou peut-être l'apport de nouveaux éléments sur certains articles. Et là, on n'a plus la main. Le texte, il a été voté. Et le problème, c'est qu'un mot peut tout changer, puisque on le disait tout à l'heure, en cas de crise, et vous disiez sur des fondements moraux. Mais qu'est-ce que ça veut dire moraux? Parce que si c'est les droits de l'homme d'aujourd'hui, on est perdu. Voilà. Enfin, je veux dire, on sait que ça devient un vaste champ qui est utilisable à souhait par nos juridictions actuelles. Voilà, tout est subjectif. Effectivement, comme je le dis, vous avez un texte qui, à l'origine, était assez bien ficelé. Il a eu quelques ajustements, et là, c'est effectivement c'est regrettable, puisqu'on n'a pas pu avoir le dernier mot sur certains ajustements. C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, on parle de démocratie. On voit bien qu'il y a encore des ajustements qui ont été faits hors négociation de la majorité des députés européens. Et puis, comme je le dis, si demain vous avez une politique qui est plutôt juste et équilibrée et qui prône la liberté d'expression, comme en Hongrie, comme en Pologne, et on le voit très bien, ils ont aussi quand même soutenu ce texte. Et eux, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils débranchent les réseaux sociaux. Donc, si on a une politique qui va dans ce sens-là, moi, j'ai pas de difficulté à soutenir ce texte. Oui, le problème est au niveau politique, finalement, national, presque. Exactement, au niveau national. Et qui gouverne la Commission? Quand vous avez une idéologie comme celle de la Commission à l'heure actuelle, effectivement, c'est problématique. Ça peut être utilisé à mauvais escient, oui. Exactement. Notre ambition, c'est plutôt de continuer à avoir des bases solides avec notre groupe Identité et Démocratie et même avec les groupes conservateurs. Et puis, on continuera à travailler ensemble. Puis sur certains textes, nous travaillons ensemble et nous arrivons à faire tomber des textes, à amender ensemble des textes pour protéger nos libertés. Oui, mais un petit point là-dessus, Virginie Geron, c'est très important, le Parlement européen, mais on sait très bien que finalement,
la grosse impulsion européenne, elle vient de la Commission. Et là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. D'ailleurs, on voit bien, et vous travaillez aussi sur ce sujet, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui n'est toujours pas inquiétée, alors qu'elle n'a toujours pas rendu public ces fameux échanges avec le président de Pfizer pour l'achat, quand même, et la négociation des vaccins Pfizer. Donc... Alors, je ne sais pas si elle ne se sent pas inquiétée, mais en tout cas, elle souhaitait faire un deuxième mandat. Oui. Donc, c'est bien actuelle. la preuve que tout va bien, quoi. Alors, entre son souhait et le résultat, je pense qu'il va y avoir quand même quelques problématiques qui vont effectivement continuer à être soulevées durant sa candidature. On voit bien effectivement qu'il y a des procès qui sont ouverts, que ce soit par le procureur européen, où j'ai signalé effectivement la volonté d'ouvrir une enquête. On sait qu'il y a une plainte par un lobbyiste belge. Oui. On sait effectivement... et pardon, par le procureur européen, il y a des avancées, non, des communications à ce sujet ou rien du tout? Aucune communication. C'est d'ailleurs inquiétant parce que là aussi, mais ça démontre aussi un manque de transparence de la part de cette institution qui est pourtant nouvelle et sur laquelle on avait beaucoup d'espoir. Oui. Mais effectivement, c'est aussi... mais est-ce qu'elle ne fait pas ça pour se protéger aussi? On imagine la pression. Je crois que d'ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de pressions vis-à-vis de je crois que c'est une femme, de cette procureure. Oui, tout à fait. Oui, parce que d'ailleurs, ça se retranscrit dans son budget, puisqu'elle n'a pas obtenu le budget, et puis tous les postes qu'elle souhaitait obtenir pour son institution n'ont pas été retenus. Donc effectivement, il y a quelques bâtons dans les roues qu'elle a, et puis mais bon, on la soutient et on espère qu'elle soit sereine pour continuer cette enquête, parce que c'est pas une affaire mince, comme vous le savez depuis le début. On le voit au fur et à mesure qu'il y a des problématiques. Alors on le sait très bien sur la négociation avec les SMS, dont on sait qu'aujourd'hui... Entre la présidente, je le rappelle, de la Commission, voilà, et Pfizer. Et Pfizer, le président de Pfizer, qui a obtenu le plus gros contrat et dont on n'a pas réussi à avoir la retranscription des SMS. Donc voilà, c'est toujours d'actualité, d'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des avenants qui ont été faits au mois de mai. Et pareil, nous, on n'a pas réussi à obtenir l'intégralité de ces clauses de renégociation. Donc voilà, toujours un manque de transparence et malgré l'affaire du Qatargate, malgré cette affaire. Donc voilà, on a quelques mois des élections européennes. C'est un peu le bilan, j'ai envie de dire, de la Commission, ce manque de transparence qui, ironiquement, c'est pour ça, il faut le tenser, Monsieur Breton, sur ce sujet, et je n'y manquerai pas. C'est-à-dire que d'un côté, on demande aux GAFAM, ce qui est très bien, plus de transparence, mais par contre, la Commission, zéro transparence. Donc voilà, deux poids, deux mesures. Donc je ne manquerai pas... De lui rappeler. Il nous reste encore quelques temps à pouvoir leur mettre ce double discours en face en phase 2. Donc voilà, on va continuer, nous, de toute façon, à montrer que nous défendons la liberté, quelle qu'elle soit, surtout la liberté d'expression, de penser. Effectivement, nous avons beaucoup de dossiers qui se dit lutter contre la désinformation avec un code de la désinformation qui manque de clarté. Et voilà, nous sommes vigilants, nous sommes plusieurs avec d'autres groupes politiques à alerter et surtout à dénoncer cette problématique. Mais comme dit, voilà, il y a aussi un équilibre à trouver. Protection des mineurs, cyberpublicitaire. On sait très bien que le marché des data est un marché énorme parce que quand vous allez sur Facebook, après vos données sont récupérées, sont revendues à des tiers. Donc c'était compliqué. C'est pas un texte facile. Ils le font d'ailleurs exprès parce que c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec des textes, avec des titres, avec du bon et du mauvais. Oui. Voilà, avec des titres qui font rêver. Et puis, quand on regarde à l'intérieur, on voit très bien qu'il y a un loup. Par exemple, le Media Freedom Act, quand vous voyez le titre, Media Freedom Act, c'est génial. On se dit, comment être contre une réglementation qui protège les médias pour leur liberté. Et puis, quand vous rentrez dans le texte, eh bien, c'est plus pareil. C'est l'inverse. C'est l'inverse, exactement. Donc, c'est toute la, tout le travail du parlementaire, la difficulté d'appréhension d'un texte et surtout après avec les médias.
parce que les médias, et c'est vrai, ils peuvent pas tout décortiquer sans texte, sans plus de 90 articles, toutes les négociations, puisque je vous dis, il y a 3 ans de négociations sur ce texte du DSA. Bon, après, le sortir en 128, en 120 caractères, un peu plus maintenant pour ceux qui ont réussi à upgrader leur compte Twitter. Donc voilà, donc c'est pas un texte. Il y a du bon, il y a du mauvais, et dans ces cas-là, il faut trouver un équilibre et on laisse. Et c'est pour ça, quand on fait une abstention, ça veut dire que ok, on va regarder, on vous laisse, on vous fait confiance, on vous donne compte. On fait un test, on voit. Et toutes les alertes qu'on avait mis en avant, on verra si on avait eu tort ou pas de surveiller, d'alerter à ce moment-là. Eh bien, c'est bien clair. En tout cas, Virginie Joron, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe Identité et Démocratie. Une dernière question peut-être, puisque vous l'avez rappelé, ce sont les élections bientôt. D'abord, vous représentez ? Écoutez, on verra. En tout cas, je suis heureuse que Jordan soit notre tête de liste parce qu'il a démontré un travail très efficace durant ce mandat. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Et pour la suite, on verra. D'accord. Merci beaucoup, Virginie Joron, en tout cas. Et à très bientôt. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du groupe Identité et Démocratie et membre de la commission spéciale sur la pandémie Covid-19, dont on reparlera évidemment.